En 1815, par une belle journée de février, un navire marseillais nommé le Pharaon entre dans le port après un long voyage. À sa proue se tient un jeune marin de 19 ans, Edmond Dantès, plein de fougue et de confiance. Ses yeux brillent car il revient à Marseille porteur de deux grandes joies. D'abord la réussite de son voyage, qu'il a mené avec courage après la mort du capitaine, et ensuite la perspective de retrouver celle qu'il aime, la belle Mercedes, à laquelle il rêve depuis le premier jour de son embarquement. Edmond n'est pas seulement un marin compétent, il est courageux, honnête, loyal, et tous à bord le respectent. Le propriétaire du navire, M. Morel, l'estime tant qu'il lui promet déjà d'en faire bientôt le capitaine. Le destin semble sourire à ce jeune homme, mais dans l'ombre, la jalousie commence à germer. Parmi ceux qui côtoient Edmond, certains voient en lui non pas un ami, mais un obstacle à leurs propres ambitions. Danglars, le comptable du navire, est rongé par la rancune. Il envie l'ascension rapide de ce marin si jeune, qui va devenir capitaine, alors que lui-même reste dans l'ombre. Fernand, quant à lui, est le cousin de Mercedes, secrètement amoureux de la jeune femme, et il voit d'un mauvais œil la fidélité de celle-ci pour Edmond. Ensemble, ces deux hommes vont unir leur malveillance. C'est ainsi que, lors de la fête de fiançailles de Dantès et Mercedes, alors que le bonheur du jeune homme semble au comble, un plan infâme se met en marche. Un faux complot est rédigé, une lettre anonyme accuse Edmond d'être un agent bonapartiste, un conspirateur chargé de livrer un message à l'île d'Elbe où Napoléon est exilé. Le piège est grossier, mais en ces temps troublés, il suffit pour éveiller la méfiance. Car Napoléon, loin d'être définitivement vaincu, nourrit encore l'espoir de revenir en France. Ainsi, la veille même où Edmond rêve de son mariage, il est arrêté, saisi par la police et conduit devant le substitut du procureur, Gérard de Villefort. Villefort est un homme jeune et ambitieux, prêt à tout pour gravir les échelons de la magistrature. En interrogeant Dantès, il comprend rapidement que le jeune marin est innocent et manipulé. Pourtant, lorsqu'il découvre que la lettre de conspiration devait être remise au père de Villefort, un partisan déclaré de Napoléon, son sang se glace. Révéler cela pourrait briser sa carrière naissante et le lier à un camp politique qu'il veut fuir. Alors, par pur calcul, Villefort choisit de sacrifier Edmond. Il brûle la lettre compromettante et au lieu de libérer le jeune homme, il le fait enfermer. Le piège se referme. À peine 20 ans, une vie qui s'ouvrait devant lui, un amour promis, une carrière toute tracée. En une nuit, Edmond Dantès perd tout. Il est conduit dans le terrible château d'If, forteresse dressée sur un îlot rocheux au large de Marseille, prison redoutée d'où l'on ne revient jamais. Là, il est jeté dans une cellule humide, oublié du monde. Ses cris d'injustice n'éveillant que l'écho des murs de pierre. Le désespoir le ronge. Mercedes qu'il aimait, son père qu'il vénérait, tous vont le croire coupable. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois. Edmond sombre dans la folie et songe à mourir. Mais un jour, dans l'ombre de sa geôle, un bruit singulier se fait entendre. Un grattement discret, régulier. Edmond croit d'abord à un animal, puis comprend qu'un homme creuse. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de l'abbé Faria, un vieux prisonnier italien qui, depuis des années, tente de s'évader. L'abbé s'est trompé de direction en creusant son tunnel, et c'est dans la cellule de Dantès qu'il débouche. Dès lors, une amitié profonde naît entre les deux hommes. Faria devient pour Edmond un maître, un père de substitution, un guide. Il lui enseigne la science, la philosophie, les langues, la politique. Chaque jour, entre ces murs froids, Dantès s'instruit, s'élève et se forge un esprit nouveau. Mais l'abbé ne lui offre pas seulement le savoir, il lui révèle aussi un secret incroyable. Jadis, il fut au service d'une grande famille romaine, et il connaît l'emplacement d'un trésor fabuleux caché sur l'île de Monte Cristo. Cet or, ces pierres précieuses, dorment là, attendant celui qui saura les réclamer. Edmond écoute, fasciné, mais croit d'abord à une fable. Pourtant, au fil du temps, il comprend que ce trésor existe bel et bien. L'idée d'une revanche germe dans son esprit. Malheureusement, les années passent et la santé de l'abbé décline. Un jour, frappé par une crise d'apoplexie, il sent sa fin approcher. Edmond, bouleversé, veille son ami jusqu'au dernier souffle. L'abbé meurt, mais avant de rendre l'âme, il confie à Dantès toutes les indications pour retrouver le trésor.
Edmond, désormais seul, n'a plus qu'une idée en tête. S'évader. Une chance inespérée se présente. Selon la coutume, les morts sont cousus dans un sac et jetés à la mer. Edmond prend la place du corps de Faria dans la toile funéraire. La nuit venue, les gardiens soulèvent le sac et le jettent dans les flots. Le poids d'un boulet attaché à ses pieds menace de l'entraîner au fond. Mais d'un effort désespéré, Edmond parvient à briser ses liens et à regagner la surface. Pour la première fois en 14 ans, il respire l'air libre.